Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on continue notre premier cours concernant le goitre. Toujours vous êtes habitués à ça maintenant, tous ici sont dans la description. Abonnez toujours, je vous invite si vous n'êtes pas encore. Maximum de partage, maximum de j'aime, ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Et on continue notre cours. Donc nous sommes arrêtés à la physiopathologie, on continue. Donc, si on résume ce qu'on avait vu précédemment dans la physiopathologie, donc c'est une carence en hormones thyroïdiennes, en iode. Qu'est-ce qu'elle va donner? Une stimulation de TSH par un feedback négatif. Après ça, une stimulation de la glande thyroïde et dernièrement une hypertrophie diffuse de la glande thyroïde avec un remaniement tissulaire si on résume. Donc, une augmentation de la colloïde vésiculaire. Toujours, je vous invite à prendre note. Donc, si on résume la physiopathologie, qu'est-ce qui va se passer? Au cours du goitre, notez-vous bien, une augmentation de la colloïde vésiculaire, un remaniement du tissu interstitiel et une constitution d'une zone nodulaire. Et l'aspect de goitre qui est, je répète, qui n'est pas solide, qui est lâche, qui est ferme, élastique, homogène, tout ce qu'on avait cité dans les critères de bénignité. Donc, carence en thyroïde, stimulation de TSH, augmentation de la glande thyroïde, hypertrophie, ça c'est le terme que vous êtes en train de rechercher, hypertrophie diffuse de la glande thyroïde. On continue. Donc, cette croissance, elle est stimulée par plusieurs facteurs, pas seulement la carence en iode. Donc, des facteurs dits exogènes ou bien extrinsèques et des facteurs dits intrinsèques. Donc, on peut citer comme facteur, donc ça c'est le rétrocontrôle sur la FSH, ou bien sur la TSH plutôt. Donc, ça va stimuler la glande thyroïde et va provoquer l'hyperplasie. Là, les facteurs, ils sont multiples. Je répète, si on vous pose la question, le goitre, il est seulement dû à des facteurs exogènes ou bien extrinsèques ou seulement intrinsèques. Ça, c'est faux. Il est dû à multiples facteurs extrinsèques et même intrinsèques. On peut citer les facteurs de croissance. Donc, premier facteur de croissance à citer, c'est le TSH. On peut citer l'IGF-1. C'est l'insuline-like growth factor. Donc, TSH, IGF-1 sont des deux hormones qui sont incriminées, faites attention, dans la genèse de goitre. Donc, les facteurs exogènes, si on répète, c'était la carence en iode. Les facteurs intrinsèques, donc, premièrement, la TSH, l'IGF-1, l'immunoglobuline, donc la TGI, donc la thyroid growth immunoglobuline. Donc, c'est le troisième facteur. Et aussi, comme facteur intrinsèque, on pouvait incriminer les facteurs génétiques. Certaines pathologies ou bien certaines populations, ils sont souvent indiqués ou bien on peut trouver ce goitre dans quelques familles. L'importance des antécédents familiaux à préciser dans les observations. Donc, facteur extrinsèque, je répète, la carence en iode, c'était la cause majeure. Facteur intrinsèque, TSH, IGF-1, TGI et même les facteurs génétiques. Ça, c'est pour la physiopathologie. Les facteurs hormonaux. Donc, les femmes, ils sont souvent aussi, donc, d'autres hormones, d'autres causes, d'autres facteurs. Les hormones, donc, les femmes, ils sont susceptibles plus de développer un goitre. Donc, 6 hommes pour un, bien 6 femmes pour un homme. Pourquoi? C'est le rôle de l'oestrogène. Donc, surtout, le rôle de grossesse. Il existe, ça on avait dit dans la partie précédente, une élévation du volume de la thyroïde de 10 jusqu'au 20% durant la toute totalité de grossesse. Elle est due à quoi? L'œstrogène. Donc vous pouvez rajouter dans votre liste des facteurs incriminés après la TSH, après l'IGF-1, après la TGI si on vous pose la question. Après les facteurs génétiques, vous allez ajouter le rôle de l'œstrogène. Donc il s'agit donc une augmentation plus importante en cas aussi de carence iodée. C'est pour cela qu'il faut supplémenter les femmes. Nous allons voir ça dans la prophylaxie. Insister sur un régime alimentaire riche en iode pour éviter les séquelles qui sont, faites attention, neurologiques chez l'enfant. C'est les complications qu'on craindra le maximum avec bien sûr le retard de croissance staturopondyrale. Donc beaucoup de goitres ne regressent pas malheureusement après l'accouchement. C'est pour cela, donc, sur le côté esthétique de la femme, pour éviter surtout, je répète, le retard de croissance et le retard mental, il faut insister sur la supplémentation en iode.
Facteur goitrigène, donc on peut incriminer aussi. Donc ça c'est lors de la grossesse. Le fœtus peut être atteint par le retard mental, faites attention. D'autres facteurs goitrigènes, donc on peut noter le thiocyanate et le thionamide. En carence, facteur intrinsèque, on a déjà vu. Troisièmement, facteur dit goitrigène. Donc le thiocyanate, il est rencontré, ça c'est le thiocyanate, leur formule moléculaire. Il est retrouvé au niveau du tabac, au niveau du chou, au niveau des navets, la soja et la manioc. Donc, faites attention à ces nutriments, bien à ces aliments. Deuxièmement, donc, le thionamide, donc ce que vous voyez, ça c'est la structure. Donc, il est souvent retrouvé dans plusieurs médicaments. Donc, faites attention, facteur goitrigène, le thiocyanate et le thionamide. Donc, si on résume ce qu'on a vu, la fois passée, on a vu les facteurs, bien le facteur majeur extrinsèque qui a été la carence iodée. On ajoutera dans cette deuxième partie TSH, l'IGF-1, la TGI, les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux, surtout l'œstrogène, faites attention, chez la femme enceinte, coup de grossesse, les deux facteurs goitrigènes, le thiocyanate et le thionamide. Thiocyanate retrouvé, je répète, tabac, les choux, les navets, les soja, les maniocs, tout ça c'est à noter, peuvent être bien sûr des questions d'examen. Le thionamide qui est souvent retrouvé de plusieurs classes médicamenteuses qui sont à proscrire, surtout devant une grossesse. Maintenant, on passera à la clinique. Donc, après la physiopathologie, toujours, on continue notre démarche par le tableau clinique. Donc, premièrement, les circonstances de découverte. Donc, soit un examen systématique, premièrement, soit une auto-découverte, c'est la femme elle-même qui va faire l'autopalpation, elle va trouver une augmentation, ou bien ce nodule, ce goitre, ou bien, malheureusement, un cas avancé, c'est l'apparition de signes de compression. Malheureusement, donc dysphagie, dysphonie, troubles respiratoires, c'est par la construction des structures vasculo-nerveuses et même la trachée. Donc, circonstances de découverte, soit systémique, auto-découverte, signes de compression. Passons maintenant deuxièmement à l'interrogatoire. Donc, toute compétence, bien la compétence que tout médecin doit acquérir. Donc, dans votre conduite à tenir, dans votre interrogatoire, vous allez rechercher les antécédents familiaux. Je répète, il s'agit des formes familiaux de goitre. La notion de consanguinité, l'âge de la femme. Donc, on a incriminé la ménopause comme facteur goitrigène. L'origine ethnique ou régionale du patient. La date, les caractères d'apparition, stress quel que soit. Donc le stress, c'est parmi les facteurs majeurs de développer le goitre chez la femme aussi. L'évolution de cette tuméfaction. Donc une évolution rapide, malheureusement, c'est en faveur de la malignité. Nous allons revoir ça toujours, je répète, dans le cancer thyroïdien. La prise médicamenteuse, surtout les produits iodés. Produits d'injection, tout produit iodé peut induire un goitre, faites attention. Et les signes accompagnateurs. Donc ça c'est les produits iodés. Les signes accompagnateurs, ça c'est le lévothyrox, on va le revoir dans le traitement de l'hypothyroïdie. Il peut donner un goitre médicamenteux. Les autres signes, donc ce sont les signes de complication ou bien de compression. Donc compression locale. Donc on peut noter une douleur. Donc compression de paquet nerveux. Une dysphagie. Donc compression du pharynx et de l'œsophage. Une dysphonie, compression du nerf récurrent. Faites attention, complication majeure. On va revoir ça dans l'hyperthyroïdie. La dyspnée, compression de la trachée, la toux. Le syndrome de Claude Bernard Horner. Il peut être révélateur dans certains des cas. Donc la compression du paquet vasculo-nerveux sympathique. Donc le syndrome de Claude Bernard Horner. Voire dans certains des cas lorsque le goitre il est plongeant. Ça vous avez vu en troisième année dans les masses médiastinales. Donc, tout ça c'est le syndrome de Claude Bernard Horner. Dans d'autres cas où le goitre il est de taille immense, il peut causer un syndrome cave supérieur par la compression de cette dernière. Donc, douleur, dysphagie, dysphonie, dyspnée, tout syndrome de Claude Bernard Horner, voire un syndrome cave supérieur, ça témoigne de signes de compression. Donc, d'autres signes peuvent être retrouvés, signes de dysthyroïdie, c'est ce qu'on va voir dans les deux prochains cours, hypo, voire hyperthyroïdie, et
préciser l'épisode de la vie génitale. Donc tout ça, il est à rechercher dans votre interrogatoire afin de s'installer ou bien d'orienter vers quel type de pathologie. Donc gardez-vous en tête, ces complications-là, on va les revoir dans les signes de compression et peut-être associées avec une hypo- et hyperthyroïdie. Mais je répète, faites attention, les examens paracliniques qu'on va aborder prochainement, ils sont normaux. Un TSH, il est normal au cours de goitre. Donc après ça, on passera à l'examen physique. Donc à l'inspection, qu'est-ce que vous pouvez citer? Donc vous allez trouver à l'inspection seulement à l'œil nu, vous pouvez voir la tuméfaction, voire même la classer selon la classification de l'OMS. On va voir ça dans juste quelques plaques. Les signes de compression veineuse, ce qu'on a déjà cité, l'aspect de la peau et rechercher aussi cicatrice ou bien d'intervention chirurgicale. Il pourra s'agir d'un goitre sur une thyroïdectomie ou bien d'autres interventions. Donc, à l'examen clinique, à l'inspection, rechercher la tuméfaction, les compressions veineuses, l'aspect de la peau et aussi la recherche d'intervention chirurgicale. Tout ça, il est à noter dans votre conduite atelière. Maintenant, la palpation, qui est le temps majeur, et c'est elle qui va nous permettre de préciser la nature de la thyroïde, la nature de la masse. Est-ce que la thyroïde, ça c'est à noter, est-ce que la thyroïde, elle ascensionne à la déglutition? Si cette dernière, elle ascensionne à la déglutition, donc elle est libre, c'est un critère de bénignité, mais par contre, faites attention s'il s'agit d'une thyroïde qui ne déplace pas ou bien qui ne s'ascensionne pas à la déglutition, attachée à la paroi adhérente. Malheureusement, ça c'est parmi les signes de malignité. Vous avez vu ça dans votre sémiologie, dans plusieurs pathologies. On cite l'exemple là chez la femme du cancer du sein. Donc si un nodule ou bien une masse au niveau du sein qui est non mobile à la manœuvre de Thilo, donc c'est un critère de malignité, elle est adhérée au muscle pectoral, donc c'est une masse malheureusement en faveur de malignité. De même, bien la même chose, donc en cas de nodule ou bien une masse thyroïdienne, si cette dernière elle n'ascensionne pas au moment de déglutition, elle est adhérée et malheureusement c'est du mauvais pronostic. Aussi à la palpation, vous allez apprécier le volume de goitre, sa consistance, s'il est ferme ou dur, faites attention, un goitre devrait être ferme. Est-ce que ce dernier il est symétrique ou asymétrique, régulier ou irrégulier? Donc tout ça va vous orienter vers l'origine de cette pathologie. Est-ce qu'il s'agit d'un nodule ou bien est-ce qu'il s'agit d'un facteur déclenchant de façon systémique? Régulier, irrégulier, la mobilité, ça on a déjà cité, et l'existence des signes vasculaires ou bien des nodules au cours ou bien au milieu de cette glande thyroïdienne. Donc tout ça est à rechercher à la palpation. Aussi, vous pouvez trouver à la palpation quoi? Un trill, c'est un souffle à la palpation. Il témoigne de compression des paquets vasculaires. Recherchez aussi les adénopathies cervicales. C'est en faveur de la malignité. Ça, on a déjà cité dans la partie précédente. Et pour une mensuration du cou, donc autour du cou, elle sera faite et elle est répétée à chaque examen. Donc, palpation, elle est à répéter à chaque examen clinique. Donc, précisez toujours la nature, ce qu'on a déjà cité. Recherchez ce trill, recherchez les adénopathies autour du cou pour rechercher toujours la malignité de ce nodule. À l'auscultation de la région cervicale, je répète, vous allez rechercher un souffle de compression de paquet vasculaire. Donc, après ça, donc après un examen thyroïdien, qu'est-ce que vous allez rechercher? Donc la conduite, elle n'est pas finie. Vous allez conclure votre examen par la recherche de signes de dysthyroïdie. Est-ce qu'il s'agit d'une hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie? Vous allez revoir la clinique, ça, dans les 2 prochains cours sur l'hyper et l'hypothyroïdie. Donc, le goitre peut être isolé seul et peut être aussi associé avec d'autres signes de dysthyroïdie. L'essentiel, c'est que le TSH, je répète toujours, il est normal au cours de ce goitre sporadique. Donc là, avant de conclure, on va entamer la classification des goitres selon l'OMS. Donc, vous avez là 3 stades. Donc ça, c'est une classification qui pourrait être engendrée seulement à l'œil nu.
Donc, on dit que la patiente, elle est en stade 0, qu'il ne s'agit pas de goitre palpable ou visible. Donc, stade 0, stade de normalité. On dit que la patiente, elle est au stade 1, lorsque le goitre, il est palpable, mais il n'est pas visible lorsque le cou est en position normale. Donc, il s'agit de la présence des nodules au niveau de la glande thyroïde. Ça, c'est du stade 1. Ce que vous voyez là, à gauche dans l'illustration, c'est du stade 2. C'est un goitre visible au niveau du cou en position normale. Donc là, vous allez évoquer un stade seulement à un examen simple clinique, sans même avoir passé à la palpation. Donc la palpation a le rôle, je répète, de préciser la nature, la consistance, les critères de symétrie, d'asymétrie, le thril, les complications au cours d'un nodule thyroïdien ou bien au cours d'un goitre thyroïdien. Donc, ça c'est tout pour cette deuxième partie, chers collègues. On engendrera prochainement la paraclinique. L'évolution est conclue dernièrement par la prise en charge et vous allez voir le rôle de la prophylaxie. Toujours, on supplémente surtout les femmes enceintes par de iode. Pourquoi? Pour éviter les séquelles, surtout chez les fœtus, les séquelles qui sont neurologiques. Merci pour votre attention, chers collègues. On conclura ce cours prochainement. Toujours, bon courage dans vos préparations et à la prochaine.